Les modernes, après avoir aboli l'esclavage, ont donc encore à détruire 3 préjugés bien plus insaisissables et plus tenaces que lui. Le préjugé du maître, le préjugé de race et enfin le préjugé du blanc. Ceux qui espèrent que les Européens se confondront un jour avec les nègres me paraissent donc caresser une chimère. Ma raison ne me porte point à le croire et je ne vois rien qui me l'indique dans les faits. Jusqu'ici, partout où les Blancs ont été les plus puissants, ils ont tenu les nègres dans l'avilissement ou dans l'esclavage. Partout où les nègres ont été les plus forts, ils ont détruit les Blancs. C'est le seul compte qui se soit jamais ouvert entre les deux races. Si je considère les États-Unis de nos jours, je vois bien que dans certaines parties du pays, la barrière légale qui sépare les deux races tend à s'abaisser, non celle des mœurs. J'aperçois l'esclavage qui recule. Le préjugé qui l'a fait naître, lui, reste immobile. Alexis de Tocqueville, extrait du chapitre 10 de La démocratie en Amérique. Philippe Etienne, bonjour. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de France de juin 2019 à février 2023 aux États-Unis. Avant cela, vous avez été aussi ce qu'on appelle Sherpa d'Emmanuel Macron, les 2 premières années de son arrivée au pouvoir. Alors là, on vient d'entendre ce texte d'Alexis de Tocqueville qui, en fait, pose un peu les bases, les fondements finalement de ce que c'est que ce pays, des complications qu'on peut imaginer dès le départ et puis qu'on a retrouvées très fortement dans les dernières années, notamment quand vous étiez encore en poste, notamment avec l'affaire du Capitole. Vous avez été présent au moment du Capitole. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, comment on peut penser la politique de Joe Biden sur ce sujet-là? Est-ce qu'on n'arrête pas de dire qu'il a complètement échoué sur le sujet? Est-ce qu'effectivement, il n'a pas réussi à cautériser ces plaies qui aujourd'hui semblent encore un peu ouvertes, en fait, dans le pays? Alors d'abord, merci beaucoup de cette invitation et merci d'avoir commencé par une citation d'Alexis de Tocqueville. Actuellement, j'ai été chargé par la direction de l'École normale supérieure, mon ancienne université, de participer à un ensemble de cours sur la démocratie. Moi, je fais cours sur démocratie et géopolitique. Et j'ai commencé par relire Alexis de Tocqueville, dont l'ouvrage est à la fois un ouvrage majeur sur la démocratie et aussi, bien sûr, un ouvrage sur l'Amérique. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur la question qu'il décrit à l'époque de son voyage par rapport à la période que j'ai vécue, parce que j'étais là lors de l'insurrection contre le Capitole, mais j'étais aussi là lors du mouvement Black Lives Matter. C'est vrai que quand le président Biden a été élu, on était, lors de sa prestation de serment, ma femme et moi, au Capitole, juste quelques 2 semaines après ce traumatisme, et qui a été l'attaque contre le Capitole. Et il s'est présenté comme celui qui voulait guérir ces profondes divisions. Je ne pense pas qu'il avait la moindre chance en si peu de temps de le faire. Et il le savait sans doute aussi. Mais il voulait effectivement donner ce signal. C'est vrai qu'on dit souvent que le président Obama, pourtant, quel symbole lors de son élection, et le président Biden ont pu décevoir sur ce plan une partie de leurs électorats, y compris les Africains américains. Mais en même temps, moi, ce que j'ai constaté pendant mon séjour, c'est que la société américaine était tellement profondément divisée, pour différentes raisons sur lesquelles on viendra peut-être, que c'est pratiquement, je le répète, impossible de faire ce travail de guérison en quelques années. Et d'ailleurs, dans son discours récent sur l'état de l'Union devant le Congrès, où il lance sa campagne électorale, Joe Biden n'a pas cherché à réunir les Américains. Il s'est placé là dans un contexte de très très radicale opposition à son adversaire, Donald Trump. Alors, par rapport au texte qu'on vient d'entendre, justement, on comprend où sont les fondements de ces failles. Mais aujourd'hui, quelles en sont les réalités? Où se situent justement ces divisions? En quelques mots, c'est pas facile, je sais, de résumer, mais comment vous expliqueriez les divisions? Où se situe-t-elle exactement dans cette société américaine? Alors d'abord, par rapport au texte que vous avez lu d'Alexis de Tocqueville, l'Amérique d'aujourd'hui est très très différente. Là où il a eu, comme sur d'autres points, une vision, c'est que, mais là nous nous situons au XIXe siècle, l'abolition de l'esclavage n'a pas mis un terme à la question raciale, puisque
après l'abolition de l'esclavage, et dès que l'armée fédérale a quitté le Sud, on a eu la ségrégation. Et donc, c'est ça. Il dit j'aperçois l'esclavage qui recule, le préjugé qu'il a fait naître, lui, reste immobile. Voilà. Alors, ça, c'est très effectivement visionnaire. Et il y a eu toutes ces années, pratiquement 80 ans de ségrégation. Les années 50, 1950, voient quand même une évolution très nette, notamment avec la décision de la Cour de justice contre la ségrégation dans les écoles. Et le président Eisenhower qui mobilise la garde nationale de l'Arkansas pour obliger l'école de Little Rock à admettre des petits élèves, des petites filles, des petits garçons noirs américains. J'ai été dans cette école à mon époque, à l'époque où j'étais ambassadeur, c'est extrêmement émouvant. Donc quand même, les choses ont beaucoup évolué, mais c'est vrai que ces préjugés raciaux demeurent, et c'est vrai que l'élection de Donald Trump a aussi été permise par un certain sentiment d'abandon d'une certaine partie de l'Amérique blanche, les classes moyennes, les classes laborieuses, notamment ce qu'un auteur américain à succès, qui est aujourd'hui élu au Sénat dans le camp de Trump, a décrit parmi la population appalachienne, toute cette population venue d'Europe et composée de travailleurs. Là où il y a une énorme différence avec le texte de Tocqueville, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont loin d'être simplement un pays composé de blancs et de noirs américains. Il parlait des Indiens aussi à l'époque, c'est pas dans ce texte-là. Oui, c'est la troisième composante. Et les natifs, les tribus d'origine. Quand on parle d'Indiens aux États-Unis aujourd'hui, il ne faut pas confondre, mais il y a aussi les Américains qui sont venus d'Inde, qui sont très nombreux, les Américains venus d'Asie, de Chine, d'autres pays d'Asie, les Américains, bien sûr, de plus en plus nombreux venus de l'Amérique latine. Donc c'est cette société qui évolue très vite et où le modèle, le melting pot, le modèle qui fait le succès des États-Unis reste quand même valide. Le rêve américain, la possibilité notamment pour les immigrés récents, mais pas seulement, de réaliser leurs rêves, de prospérer à tous les plans. Mais en même temps, cette évolution rapide, notamment la question de l'immigration, crée des divisions, des angoisses extrêmement fortes. Et puis, il y a bien sûr le jeu de ces réseaux sociaux aux États-Unis comme ailleurs, qui ont favorisé la consolidation de ces groupes sociaux qui ne se parlent qu'eux-mêmes. Vous connaissez comme moi le résultat des algorithmes, ceci a renforcé incontestablement ces failles. Alors, bon, on pourrait multiplier les raisons. Moi-même, j'ai essayé pendant mes années aux États-Unis de ne pas rester dans des villes, des grandes villes, et de voir l'autre Amérique. Il y a ces deux Amériques. Traditionnellement, il y avait déjà l'Amérique des côtes et l'Amérique au milieu. Mais aujourd'hui, il y a l'Amérique des grandes villes, l'Amérique des zones rurales. Ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis, d'ailleurs, je pense, cette division. Et puis, il y a cette opposition, ce fossé qui maintenant oppose les électorats les plus radicaux. Parce qu'il y a quand même au milieu beaucoup d'électeurs qui se déclarent indépendants ou qui se déclarent modérés. Et c'est ça qui fait la réalité de la scène politique américaine aujourd'hui et qui est accompagnée par une évolution très forte des partis, des deux grands partis, et notamment du Parti républicain. Philippe Etienne, vous venez de le dire, donc le sujet de l'immigration est rentré très fortement dans la campagne aujourd'hui électorale américaine. Et puis, vous venez de citer les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, l'idée de la guerre civile est souvent mise en avant, une sorte de Cassandre très sombre comme ça qui se présente. Quelle est la réalité de cette possibilité de guerre civile, sachant que, par exemple, Alexis de Tocqueville disait qu'une guerre civile aux États-Unis, il a eu raison puisque ça s'est passé 20 ans plus tard par rapport à son œuvre, ne pouvait avoir lieu qu'à partir du moment où des armées véritablement se mettaient en place. Quelle en est la réalité aujourd'hui dans ce pays-là ? Alors, la guerre de sécession, c'est effectivement une guerre civile. Ce sont des politiques qui font bouger les armées, les deux armées. C'est notamment le choix du président Lincoln. Aujourd'hui, on l'a vu au moment où Donald Trump était à la Maison-Blanche, l'armée américaine fait tout pour ne pas être mêlée
à ces combats politiques. D'ailleurs, l'ancien chef d'état-major des armées américaines a été fortement critiqué pour avoir fait lui-même des déclarations publiques par l'ancien président Trump. Et c'est un sujet qui est un peu délicat parce que dans les forces militaires américaines, il y a aussi ces fameuses gardes nationales dont je parlais tout à l'heure, qui relèvent de chaque État, mais qui sont aussi partie des forces armées. Mais globalement, l'armée américaine est très attentive, fait partie de ces institutions fédérales qui font très attention de ne pas être impliquées dans ces combats politiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques de débordement. Il y a énormément d'armes à feu. La pandémie du Covid a vu le nombre d'armes à feu dans la population encore croître de manière assez importante. Et évidemment, ce qui inquiète, c'est ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 après les précédentes élections et l'hypothèse où les élections qui viennent en 2024 seraient elles-mêmes contestées dans leurs résultats. Donc, il peut y avoir des troubles à l'ordre public. Il y en a eu, je le disais aussi, après l'assassinat de George Floyd à Minneapolis. Mais il y a aussi beaucoup de gens aux États-Unis qui n'ont aucunement l'intention de participer ou même d'aider en quoi que ce soit à ces évolutions et qui, au contraire, s'en inquiétant, sont, je crois, dans les institutions des forces de rappel. Bon, voilà, j'espère en tout cas que l'élection du 5 novembre 2024 aura un résultat suffisamment clair. Selon vous, justement, est-ce que la situation sociale aujourd'hui, sociétale, sociale, est plus bouillante qu'il y a 4 ans, par exemple? Ou est-ce que rien n'a véritablement changé? Est-ce que ça peut repartir du jour au lendemain? Ou est-ce qu'il y a eu quand même finalement une sorte de resolidification? Vous parliez de l'armée, qui est quand même une institution qui permet justement de prouver qu'on est capable de maintenir une paix dans le pays. Est-ce qu'au fond, malgré tout, les choses ont un peu bougé à ce sujet-là? Moi, mon impression, c'est que ces oppositions assez radicales entre plusieurs groupes d'Américains, je le disais tout à l'heure, en si peu de temps, n'ont pas vraiment été... sont plutôt consolidées, malheureusement, hein, n'ont pas eu le temps, en tout cas, de se guérir. Est-ce qu'elles ont été pour autant encore aggravées? Il y a certainement des rhétoriques qui, par exemple le fait que Donald Trump ait refusé de reconnaître le résultat des élections, qui a conduit son parti à lui emboîter le pas, alors que juste après, dans les heures qui ont suivi l'insurrection, l'émeute du 6 janvier, la plupart des élus républicains se sont éloignés de ce discours. Mais ils y sont revenus après. Ça n'a certainement pas aidé. Je pense que les États-Unis ont quand même aujourd'hui, comme l'Europe, un grand débat sur l'immigration qui polarise beaucoup aussi, qui est un débat très difficile, d'autant plus aux États-Unis où le modèle, y compris le modèle économique, est basé sur l'apport de travailleurs immigrés qui ont toujours nourri le moteur de la société américaine. C'est un débat qui polarise. C'est un débat qui polarise. Inversement, bon, la situation économique est quand même assez bonne. Hein. On y reviendra justement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Joe Biden, qui, en tout cas dans son dernier discours sur l'état de l'Union, a affirmé que l'état économique des États-Unis était le meilleur depuis 50 ans, comment se fait-il qu'un tel argument n'arrive pas à consolider sa candidature, à en faire un favori assez évident? Parce que quand même, l'économie, ça fait partie des choses importantes dans la vie d'un Américain. Bien sûr. Comment ça se fait que ça marche pas? Comme dans chaque élection démocratique, voilà, le panier de la ménagère, l'impression d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente, tout ça compte énormément aux États-Unis, comme dans d'autres démocraties, mais il y a une différence entre l'état des statistiques macroéconomiques et la perception par chaque citoyen.
Vu d'Europe, les chiffres de l'économie américaine ne font pas dire d'envie, que ce soit le chiffre du chômage, le chiffre de la croissance, voire l'inflation qui baisse. Mais il y a une rémanence dans les difficultés qui ont été la conséquence de la pandémie. Notamment les taux d'intérêt, les crédits, le coût du logement, le coût du crédit hypothécaire. Ce sont des choses que les familles sentent, qui ne se retrouvent pas forcément, en tout cas pas tout de suite, dans l'amélioration des chiffres économiques. Donc l'un des paramètres importants de l'élection présidentielle à venir, c'est de savoir si la perception par les ménages américains de l'amélioration incontestable de la situation économique va se traduire, va être positive, s'ils vont avoir une perception positive de leur propre situation. Aujourd'hui encore, les sondages donnent un avantage à Donald Trump par rapport à Joe Biden sur, en gros, la compétence économique, qui est le meilleur pour l'économie. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal vu de loin, quand on voit les chiffres de l'économie. Je pense que ce que l'on voit à la surface de la politique américaine est moins important que ce qui le sous-tend. Ce que l'on observe aux États-Unis, c'est une constitution incroyablement décrépite qui n'est pas vraiment capable de faire face aux réalités du XXe siècle. La Constitution a été rédigée il y a 250 ans. La France en est à sa 5e République, ils en sont encore à leur première. Elle ne répond plus vraiment au monde tel qu'il est. Il y a aussi cette haine entre les deux camps qui ne cesse de croître. Il y a un déclin incroyable de la foi dans les institutions. Ils ne croient plus en leur justice, ils ne croient plus en la Cour suprême. Leur discours devient de plus en plus violent. De plus en plus d'Américains pensent que la violence est une réponse appropriée à leurs adversaires politiques. De plus en plus d'Américains croient que la violence est une réponse appropriée à leurs opposants politiques. Et je ne parle même pas des facteurs environnementaux ou des inégalités qui sont arrivées à des niveaux jamais vus aux États-Unis. Stephen March, auteur de USA, la prochaine guerre civile, interviewé sur RFI. Philippe Etienne, vous venez d'entendre ce court passage donc d'un entretien qui a été sur RFI il y a quelques mois. Stephen March donc parle de quelque chose de très intéressant à mon avis, qui est le rapport et aux institutions et à la Constitution. On vient de l'entendre, il dit que les États-Unis en sont toujours à leur première Constitution depuis plus de 200 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut percevoir ce pays-là d'abord, parce que là il y a un peu copier-coller par rapport à la France. Et quel est le rapport encore aujourd'hui à la Constitution des Américains ? Alors la Constitution, c'est la clé de voûte de la démocratie américaine. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas changé depuis l'origine, parce que le texte de base est resté le même, mais il y a eu des amendements votés, notamment les fameux premiers amendements qui ont constitué the Bill of Rights, juste après l'adoption de la Constitution. Donc c'est vrai que depuis quelques années, quelques décennies, il y a plus eu d'amendement à la Constitution américaine. C'est vrai qu'elle est très difficile à changer. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu une pièce de théâtre au Kennedy Center à Washington. Le thème, c'était ça. Faut-il changer la Constitution ? Sur la scène, on exposait notamment sur un thème précis qui est l'égalité femmes-hommes. Autant vous dire que, en fait, l'actuelle Constitution, qui est celle qui donc a été élaborée au moment de l'indépendance des États-Unis, est totalement, évidemment, déconnectée par rapport à un grand nombre de réalités de nos sociétés d'aujourd'hui. Ceci étant, à la fin de la pièce, les responsables du théâtre ont fait voter les électeurs, en l'occurrence les spectateurs, qui étaient aussi des électeurs, et une majorité, dans ce théâtre, comme sans doute dans la plupart des théâtres américains, a voté pour ne pas changer la Constitution, précisément parce que c'est un symbole extrêmement fort de la démocratie américaine. C'est quelque chose qui donne encore plus d'importance au rôle de la Cour suprême. L'orateur que vous citez parle aussi du fait que les gens ne croient plus dans leurs institutions. Ça, c'est un point très important. Il va assez loin. Les sondages montrent une baisse, en effet, réelle de confiance et d'adhésion des Américains à leurs institutions, y compris à la Cour suprême. Et la Cour suprême, comme l'armée, c'est extrêmement important. Ceci étant, on n'est pas passé à zéro. Il ne faut pas non plus noircir le tableau de manière excessive. Mais il y a un enjeu dans cette année électorale. On le voit déjà avec les affaires juridiques de Donald Trump. Un enjeu très important pour la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême qui doit interpréter une constitution en effet très ancienne,
en essayant de l'adapter à la société telle qu'elle est. C'est l'une des questions sur les nombreux litiges concernant les armes à feu et le deuxième amendement, qui remonte à la fin du XVIIIe siècle et sur lequel on se fonde, alors qu'à l'époque, il s'agissait tout simplement, parce que les États-Unis n'avaient pas d'armée et que les États-Unis devaient encore se prémunir contre une possible attaque du Royaume-Uni, de l'armée britannique. Il s'agissait que les citoyens puissent se défendre. Il s'agissait de permettre à des milices citoyennes de défendre la liberté acquise par les 13 colonies, les 13 premières colonies. Aujourd'hui, ce deuxième amendement est utilisé pour permettre la liberté totale dans la possession, l'acquisition et la possession d'armes à feu. Donc, on voit bien que le rôle de la Cour suprême est énorme par rapport à et il y a différentes écoles d'interprétation de la Constitution. Des écoles plus ou moins attachées à l'originalité du texte, au texte d'origine, ou d'autres. Ça, c'est un très gros enjeu aujourd'hui pour les États-Unis, effectivement. Donc on comprend bien qu'il y a une forme de fatigue par rapport aux institutions et un peu sur certains points de la Constitution, donc ils peuvent être discutés de temps à autre. Il y a une autre dimension très importante aussi, c'est les deux grands partis qui sont là, qui polarisent tout et qui, au fond, sont peut-être aussi plus ou moins remis en cause. Au fond, Donald Trump a fait un coup au sein du Parti républicain. Vous l'avez dit, il n'est pas du tout dans la ligne au départ de ce parti-là. Il gagne, puis il perd un peu de son aura, puis il revient parce que c'est pratique au moment des élections. Est-ce que le symbole, le fait d'avoir, par exemple, deux candidats très âgés, déjà, c'est quand même symboliquement, c'est pas rien. Est-ce qu'au fond, ces deux partis ne ressentent-ils pas le fait qu'une défaite serait aussi peut-être une défaite à long terme pour leur parti? C'est-à-dire que si Trump là se fait battre, effectivement, les républicains se retrouvent dans une situation très compliquée, et inversement pour Biden, parce qu'il n'y a pas véritablement de figure très très forte qui émerge derrière dans chacun des deux partis. Alors, je pense qu'il faut quand même être conscient du fait que dans les deux partis, il y a d'autres personnalités qui auraient pu être candidats. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, par exemple, aux États-Unis, les gouverneurs des 50 États constituent un vivier où l'on trouve souvent les futurs présidents. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des gouverneurs dans les deux partis qui sont tout à fait en vue et respectés. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres personnalités. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains ne sont pas satisfaits, ne sont pas contents de cette affiche. On parle de l'âge, effectivement, des candidats, mais comment expliquer ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie de voir cette affiche. Mais pourquoi ils ont réussi à imposer cette affiche, justement? Eh bien, une fois qu'un président américain est élu, il a quasiment toujours recherché un deuxième mandat. C'est une première chose, oui. Ça, c'est pour Joe Biden. Quant à Donald Trump, vous l'avez dit, il a pris vraiment le contrôle du Parti républicain. Il ne faut pas croire que la mutation de ce parti, comme des États-Unis en général, a commencé avec et après l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump en 2016 a aussi été l'effet de cette évolution de la société et de l'évolution du Parti républicain depuis la fin des années 90. Mais évidemment, Donald Trump a accéléré cette évolution, en tout cas du Parti républicain, dont il a pris de plus en plus le contrôle à travers sa base militante, la plus militante. Les élus se sont retrouvés, en quelque sorte, les cadres du parti se sont retrouvés coincés entre Donald Trump et la base. Il en a fait un instrument de son pouvoir. Et aujourd'hui, en tout cas dans les mois les mois les plus récents, pendant les primaires républicaines, c'est ça qui a rendu extrêmement compliqué, en plus de quelques erreurs de ses compétiteurs, comme le gouverneur de Floride, c'est ça qui a rendu très compliqué pour d'autres candidats potentiels à l'investiture, le combat des primaires républicaines. Philippe Etienne, merci beaucoup pour ce premier numéro concernant les États-Unis face à eux-mêmes. On se retrouve dans 2 semaines avec une autre thématique, les États-Unis face aux autres.